Mes abonnés, encore une fois de plus, heureux de vous retrouver sur un nouveau tuto en fait qui est la continuité de l'isotopie et radioactivité. Donc on va voir maintenant le côté radioactivité. D'accord? Donc la radioactivité. D'accord? Alors c'est quoi la radioactivité, hein? La radioactivité, c'est d'abord une transformation. D'accord? C'est une transformation en fait des noyaux. D'accord? Une transformation des noyaux instables. D'accord? Transformation des noyaux instables en noyaux voilà, en noyaux stables. Alors dit comme ça, c'est pas trop clair, hein? Donc il faut comprendre la notion de noyau instable, ça veut dire quoi? Et noyau stable. D'accord? Donc en fait, c'est juste un processus de stabilisation de certains noyaux. Donc à un moment donné, quand un noyau il devient instable, donc il va se transformer en un noyau stable. La vie n'est faite que de cette, elle n'est faite que de ça. C'est-à-dire que ne peut exister que quelque chose qui est stable. D'accord? Ok. Alors, noyau instable en fait. D'abord, il faut rappeler en fait que un atome pardon, est constitué du noyau et des électrons qui gravitent en fait. Alors, nous on va pas regarder les électrons de l'atome. Hein. L'aspect électronique là, c'est les réactions nucléaires. Réactions chimiques. Donc, lorsqu'on s'intéresse à les électrons d'un atome, là on parle de réactions chimiques. Et lorsqu'on s'intéresse au noyau, on parle de réactions nucléaires. Et c'est là où nous sommes en fait. Nous on veut voir juste le côté, donc on est en train de parler juste du noyau de l'atome. Donc on ne voit pas l'électron de l'atome. Parce qu'après on parlera des électrons après. Mais la radioactivité concerne que le noyau. D'accord? Et dans le noyau vous avez des protons et vous avez des neutrons. Et on symbolise un noyau par un X hein, avec la valeur de A et la valeur de Z. Et A étant N plus Z. Voilà. Et ça, c'est le neutron. D'accord? Et là, vous avez le nombre de protons. Voilà. Donc, il n'y a que ça, en fait, dans le noyau. Alors, on parle de noyau instable. Alors, on va prendre un exemple pour fixer les idées. Prenons l'exemple de l'hélium. 4, 2. Alors, il y a combien de neutrons? Il y en a 2. Il y a combien de protons? Il y en a aussi 2. C'est tout simple. Hein? Z c'est 2 hein, par identification ici. D'accord? A c'est combien? C'est 4. Donc pour trouver le neutron, c'est 4 moins 2, ça vous donne 2. Donc là c'est simple. Alors si j'essaie de schématiser un peu, donc on est dans une situation où voilà, on a deux protons comme ça, avec 2 neutrons. Voilà le noyau. Alors fait comme ça attire notre attention. Parce qu'on sait qu'en physique, les charges de même signe se repoussent. D'accord? Donc normalement, les 2 protons devraient se repousser. Et doivent se repousser. D'accord? Alors la question, pourquoi est-ce que ces protons sont ensemble pour former le noyau? Pourquoi ça reste ensemble dans le cas des noyaux des atomes? Alors c'est très intéressant cette notion-là, parce que si vous comprenez ici, vous allez comprendre l'instabilité. C'est là l'origine de l'instabilité. Alors, un proton en fait, d'accord? On va assimiler ça à un aimant. Comme ça, vous allez mieux comprendre. On va assimiler ça à un aimant. En fait, en physique, particules en mouvement assimilées à un aimant. Par exemple, les protons, les électrons, on peut les considérer comme des aimants, d'accord, en physique, pour mieux comprendre. Donc, ici, on a donc 2 aimants. Donc, nous sommes dans une situation où on a 2 aimants, puisque les protons sont chargés de même signe, donc c'est 2 aimants de même pôle. Alors, si vous prenez 2 aimants de même pôle, c'est clair que ces aimants-là vont se repousser. Vous n'allez pas en fait les rapprocher. D'accord? Ça se repousse, vous n'allez pas les rapprocher. D'accord? Vous n'allez pas les rapprocher. Alors, maintenant, deuxième situation, c'est si vous prenez par exemple du papier, vous mettez au milieu entre les 2 aimants,
D'accord? Ce que vous allez remarquer, c'est qu'en ce moment-là, vous pouvez rapprocher les deux. Vous pouvez aller essayer ça à la maison, hein, essayer ça chez vous. Hein, c'est une expérience. Voilà. C'est pour illustrer, en fait. Donc, des protons, en fait, normalement, se repoussent. Mais du fait de la présence de neutrons à l'intérieur, donc les neutrons, en fait, jouent comme le rôle de ce papier, qui passe à travers, en fait, de ces protons-là pour que les deux puissent se rapprocher. D'accord? Donc, si les protons, en fait, en gros, sont rapprochés dans le noyau, c'est parce qu'il y a la présence de neutrons. Donc, le neutron, en fait, joue ce rôle-là. D'accord? Est-ce que c'est clair? Ok. Alors, maintenant, regardons. Lorsque le nombre de protons, d'accord? Lorsque le nombre de protons augmente dans le noyau et le nombre de neutrons, ok, augmente dans le noyau, alors ça conduit à une instabilisation. Donc, c'est ça, l'instabilité. Voilà. Donc lorsque le nombre de protons et de neutrons augmente dans le noyau, ben, ça crée l'instabilité parce que rappelez-vous qu'on est en présence des charges de même signe. Et donc lorsque le nombre de neutrons augmente, là ça contribue à l'instabilité du noyau. Donc en gros, ce qu'on peut dire c'est quoi? C'est qu'il y a un certain nombre de protons et un certain nombre de neutrons que la nature autorise dans un noyau. Et donc, lorsque ce nombre-là va augmenter ou soit diminuer, en fait, ça va conduire à l'instabilité du noyau. Et donc, le noyau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de chercher cette stabilité-là. Donc, il veut se transformer en noyau qui est plus stable. Et c'est comme ça qu'on parle de radioactivité. C'est pourquoi je vous ai dit qu'au départ, la radioactivité, c'est un processus de stabilisation des noyaux. D'accord? Parce que déjà, on est dans une situation dans le noyau où des particules de même charge sont ensemble. Déjà, c'est inconcevable parce que la physique dit que ça se repousse. Mais vous avez compris que du fait de la présence de neutrons, hein, qui jouent le rôle de papier comme on a illustré, et donc on peut rapprocher les deux. Mais cependant, ça reste toujours quand même dans un état un peu compliqué. Et donc, lorsque le nombre de neutrons augmente, ou de protons augmente, ça contribue à l'instabilité. Donc, en gros, ce qu'on doit retenir, c'est qu'il y a un certain nombre de protons et de neutrons que la nature autorise. D'accord? La nature autorise donc un certain nombre de protons et de neutrons dans un noyau. Donc lorsque ce nombre-là change, ça conduit à l'instabilité. Alors pour illustrer ça, on va essayer de prendre une famille, le carbone 14, qui existe dans la nature en 12, en carbone 13, en carbone 14. Alors le Z ne change pas, hein, c'est toujours 6, 6 parce que si ça change, ce n'est plus le même élément. Ça, j'avais déjà parlé de ça dans des vidéos précédentes, donc si tu n'as pas suivi, il faut aller, je t'encourage d'aller suivre. Parce que le Z, c'est l'élément qui définit l'atome, d'accord? C'est pourquoi on appelle ça le numéro atomique. Et chaque atome a son numéro. Donc c'est intéressant, si tu n'as pas suivi ça, je te conseille d'aller voir. Donc ici, il y a combien de neutrons? Ici, il y a 6 protons, d'accord? Plus combien? Plus 6 neutrons, voilà. Ici, il y a 6 protons, ça ne change pas. Et là, il y a 7 neutrons. Suivez, hein? Donc ici, il y a 6 protons toujours. Et là, il y a 8 neutrons. Alors, regardez. Entre les 3 atomes, on sait que c'est le carbone 14 qui est radioactif. Radioactif. Quand on dit radioactif, ça veut dire qu'il est instable. Instable. Donc c'est un noyau qui est instable. Donc entre les trois, c'est le carbone 14 qui est radioactif. Alors pourquoi il est radioactif? Regardez. La nature, déjà ici, a autorisé 6 protons pour 6 neutrons. 6 protons pour 7 neutrons. Donc ça augmente au fur et à mesure, d'accord? Mais quand on arrive à 8, attention, là, il y a problème. Là, il y a problème, ça conduit à une instabilité et le noyau est instable. D'accord? Donc après, il doit donc se transformer. Ok? Donc d'où on va parler des différents types de radioactivité. Donc les types, donc on va parler des types de radioactivité. Radioactivité. Alors, les types en fait, d'abord la radioactivité qu'on va parler, les types qu'on va parler, ce sont des types naturels. C'est une radioactivité naturelle. Donc dans la radioactivité naturelle, enfin, quand je dis radioactivité naturelle, en fait, c'est que ça demande pas de... C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est spontané, qu'on ne peut pas contrôler, hein, ce n'est pas en fonction des variables externes, donc si bien qu'on ne peut pas prédire ça. C'est quelque chose qui est naturel, ça se fait, voilà, ça ne demande pas
l'autorisation, ça se fait normalement. Donc aujourd'hui, on ne peut pas déterminer ça. On a du mal à situer, en fait, avoir la probabilité. Donc, enfin, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est estimer juste ce qu'on essaie de faire. Mais savoir que ça se fait maintenant ou ça peut se faire après, c'est un peu difficile parce que ce n'est même pas en fonction des grandeurs externes. Donc, c'est compliqué. C'est pourquoi on parle de naturel. Maintenant, il y a aussi des radioactivités artificielles. Par exemple, la fission, la fusion, ça on parlera après. Alors, on est dans la radioactivité naturelle. Alors, il y en a trois. Il y a trois types, hein. Déjà, ce qu'il faut savoir, il y a trois types. Il y a alpha, il y a bêta moins et il y a bêta plus. D'accord? Alors, on commence avec le bêta moins. Alors, le bêta moins, en fait, c'est quoi? Radioactivité bêta moins. Alors, dans bêta moins, en fait, c'est quoi? Suivez. Dans bêta moins, en fait, il y a augmentation de neutrons. Donc, dans le noyau, en fait, c'est que je l'ai dit que lorsqu'il y a un nombre de neutrons, protons augmente, ça crée l'instabilité. Donc, ici, dans bêta moins, c'est le nombre de neutrons qui augmente. Alors, lorsque ça augmente, ben, le noyau va essayer de faire quoi? Va essayer de diminuer le nombre de neutrons. Alors, c'est un neutron qui va se transformer en proton et qui va libérer un électron. Donc ça, c'est la radioactivité bêta-. Donc bêta-, en fait, c'est quoi? C'est qu'il y a augmentation de nombre de neutrons à l'intérieur du noyau. En ce moment-là, c'est un nombre que la nature n'autorise pas et ça crée l'instabilité. Et lui, en cherchant la stabilité, il doit diminuer son nombre de neutrons. Et il libère un électron. Ça, c'est bêta-. Donc, on y va. On est dans une situation où on a un noyau pair, on parle de pair, qui va se transformer en noyau fils. D'accord? Le nombre de A ne change pas. Pourquoi? Parce que on sait que A c'est quoi? A c'est N plus Z. Et c'est juste une conversion de quoi? De neutrons en protons. Donc la valeur de A reste une constante. D'accord? Parce que c'est seulement un neutron qui se transforme en proton. Donc voilà, ça ne change pas. Mais le nombre de protons change. Le nombre de protons change. Pourquoi? Mais parce qu'il y a un proton de plus. C'est parce que c'est un neutron qui se transforme en proton. Donc en ce moment, il y a un proton de plus. Donc on met plus 1. D'accord? Et il y a toujours libération de notre électron. Alors quand vous remarquez, il y a les lois de conservation de nombre de A et de nombre de Z, de part et d'autre des réactifs et des produits. Ici, de réactifs, pardon, il y a A. Mais dans des produits, il y a aussi A. Donc A plus 0, ça donne A. Une conservation en termes de nombre de masse. Le Z, ici, de l'autre côté, c'est Z plus 1 moins 1, ça fait Z. Donc il y a une conservation de nombre de A et de nombre de Z. Ce sont là les lois de Soddy et Fayès. Donc c'est des lois de conservation. D'accord? C'est les lois de conservation. Voici la radioactivité bêta-. Alors je reprends l'exemple en fait du carbone, parce que c'est plus intéressant, c'est ça qui illustre ça. On a le carbone 12, le carbone 13 comme on a dit, et le carbone 14. Alors on a 6 protons, plus 6 neutrons. Ici on a 6 protons, pardon, plus 7 neutrons. Et là on a 6 protons, pardon, plus 8 neutrons. Alors, parmi les trois, c'est celui-là qui est radioactif. Donc qui est radioactif. Alors ici, quand vous suivez, le 12 n'est pas radioactif, parce que la nature autorise 6 protons pour 6 neutrons. 13, 6 protons pour 7. Donc jusque-là, la nature autorise ce nombre-là. Mais quand ça passe à 8, donc là, il devient en excès. Donc c'est la nature, en fait, comme on a dit, donc, qui autorise un certain nombre d'augmentation, de variation. Et donc là, il y en a 8, en fait. D'accord? Et quand c'est 8 comme ça, ça devient instable. Alors, quelle est la radioactivité de carbone 14? Alors là, la radioactivité, si on me demandait de prédire pour le cas de carbone, en comparant ça avec les carbones, les atomes qui sont instables, donc les deux sont stables, et celui qui n'est pas stable, donc lui il est instable. Donc en comparant ça avec les atomes qui sont instables, je comprends que ici lui il a un excès de neutrons, donc il a trop de neutrons, et je sais que s'il a un peu trop de neutrons, donc il va essayer de convertir son neutron en proton. Et quand il convertit un neutron en proton, il libère forcément un électron plus. Un électron, pardon. Et donc c'est un bêta plus. Donc si on me demande ici de prédire la radioactivité du carbone 14, je dirais que c'est un bêta moins. C'est tout. Parce que je compare ça en fonction des noyaux qui sont stables.
Et c'est juste un neutron qui est en excès, des neutrons en excès. Par rapport à ce qui est stable, 6 et 7, ça marche, mais lui, 8, non, ça marche pas. Donc retenez juste que la nature autorise un certain nombre de protons et de neutrons. Et lorsque ce nombre-là augmente trop, donc augmente, hein, c'est lui qui fixe les règles. Hein. Donc, je ne peux pas dire, voilà, si vous me demandez comment ça se passe, je serais incapable de vous reprendre. Mais donc la nature fixe un certain nombre. Et lorsque ça dépasse, attention, ça crée l'instabilité. Et si on me demande de prédire, comme j'ai dit, c'est bêta moins. Alors donc on a le carbone 14, d'accord, 6. Il va donner un élément X, hein, Z, donc plus un électron. Donc ça je sais que c'est un bêta moins. Alors l'électron, enfin, comme on dit, le noyau fils, en fait, c'est normalement, je mets 14 directement, parce que je sais que le nombre de A ne change pas. Et le nombre de Z, en fait, puisque c'est un neutron qui va se transformer en quoi en proton, donc ça sera plus 1. Donc j'aurai 7. Voilà. Donc si vous comprenez ce qui se passe, ça sera plus facile. D'accord? Et donc l'élément, c'est l'azote. Donc 6. L'azote, 14, 7, plus un électron moins. Voilà. Donc le carbone 14, lui, il est bêta moins. Et donc il est radioactif, mais bêta moins. C'est-à-dire, il est instable, mais il cherche la stabilité en se transformant en azote. Voilà. Donc ce que je vous ai dit dès le départ, c'est juste un processus de stabilisation du noyau. Okay. Et l'instabilité au départ, en fait, c'est dû à un certain nombre de protons et de neutrons. Pourquoi? Parce que des protons sont des particules de même charge, donc ça se repousse. Et s'ils sont ensemble, parce qu'il y a des neutrons. Mais lorsque le nombre de neutrons augmente, change, ça crée l'instabilité, qui était déjà au départ là, mais maintenue en fait parce qu'il y a la présence de neutrons. D'accord? Ça c'est bêta-. Alors dans le cas de bêta+, alors radioactivité, donc activité bêta+. Alors bêta+, c'est maintenant l'inverse. C'est-à-dire que c'est le nombre de protons qui augmente et lui, il va se convertir. Donc s'il y a trop de protons, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est le proton qui va être converti en neutron et il va libérer cette fois-ci un positron. D'accord? Ce n'est pas un électron, mais c'est la même valeur, mais sauf que ça, c'est chargé positivement. On appelle ça positron. Positron, voilà, ou positon. Voilà. Donc si vous avez un problème avec le tron, vous dites juste positon. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est un A, Z, attention, il va donner un noyau fils. C'est toujours la valeur de A. D'accord? Parce que c'est une conversion seulement, la valeur de A ne change pas. Mais ici, le Z, en fait, est diminué, en fait, parce que c'est le nombre de protons qui va se convertir en neutrons. Il est diminué d'une unité, donc plus un positon. Et si vous regardez les lois de Soddy et Fayès, mais c'est respecté. Donc voilà le cas, en fait, de la radioactivité bêta+. D'accord? Alors, si c'est compris, on va voir la radioactivité alpha. Radioactivité alpha. Alors dans la radioactivité alpha, c'est que un noyau instable toujours, il cherche la stabilité, mais il libère une particule qu'on appelle hélium ou alpha. Donc on a Z. Alors ici on a Y, ici c'est A-4, d'accord, et là c'est Z -2, plus quoi? Plus l'hélium. L'hélium 4 et 2. D'accord? Si vous respectez la loi de conservation, A, ici 4 moins, donc A-4 plus 4, ça fait donc A, Z-2, voilà, plus 2, ça fait donc Z. D'accord? Donc voici les différents types de radioactivité naturelle. Donc vous avez bêta-, bêta+ et alpha. Ça, ce sont des radioactivités naturelles. Maintenant, il y a aussi des radioactivités artificielles. On parle de fission, on parle de fusion. Ça, on fera ça après. En fait, là, c'est l'homme qui va essayer de provoquer cette radioactivité. Il va commencer à bombarder, en fait, un noyau lourd par des neutrons. Et ce neutron-là va conduire à la rupture, en fait, du noyau. D'accord? Et la rupture de ce noyau, et va générer d'autres neutrons. D'accord? Ça, par exemple, c'est la fission. Donc, ça, on fera ça après. C'est des radioactivités artificielles. Mais il faut compléter en fait cette notion de radioactivité avec la notion qui est vraiment qui revient, la notion en fait
sans laquelle en fait ça serait un peu difficile de comprendre les exercices de radioactivité. C'est cette notion de défaut de masse. Défaut de masse. Alors, défaut de masse c'est quoi? En fait, défaut de masse, c'est la même chose qu'on appelle par la masse perdue. C'est une perte de masse, donc masse perdue. Donc, défaut de masse, c'est égal à masse perdue. En fait, on en a deux. Donc, on va donner deux situations pour ce défaut de masse. Alors, on prend la première situation où on veut fabriquer un noyau. D'accord? On veut fabriquer un noyau. Donc, si on veut fabriquer un noyau, ben, on va chercher les éléments qui rentrent dans la formation du noyau. Les neutrons et les protons. D'accord? Par exemple, si on veut fabriquer le noyau de l'hélium, j'ai besoin de deux protons et 2 neutrons. D'accord? Après, ben, ça me donne donc un noyau. D'accord? Alors, la masse en fait de départ, c'est par exemple 4,5 unités de masse atomique. Ça j'invente, hein, c'est des chiffres que j'invente. Et la masse ici, 3,5 unités de masse atomique. D'accord? Alors, suivez. Lorsque on fabrique en fait un noyau à partir des éléments constitutifs, on s'aperçoit que sa masse à la fin, elle est différente à la masse initiale, c'est-à-dire la somme des masses en fait des éléments qui constituent le noyau. D'accord? Par exemple, ici, vous avez 4,5 unités de masse atomique. À la fin, quand vous avez votre noyau, mais vous pesez ça, vous aurez 3,5 unités de masse atomique. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a une masse perdue entre les deux. Il n'y a pas conservation de la masse ici, il y a une masse qui est perdue. D'accord? C'est ce qu'on appelle par défaut de masse. Alors, la masse perdue qu'on appelle défaut de masse peut être trouvée en faisant la différence en fait entre la masse de départ et la masse finale. La masse de départ, je dois vous signaler que c'est la masse qu'on appelle théorique. C'est-à-dire que c'est la masse qu'on calcule à partir des éléments constitutifs du noyau. Et là, c'est la masse réelle. La masse réelle. C'est la masse du noyau. D'accord? Et ici, le défaut de masse est symbolisé par delta petit m. Donc on appelle ça défaut de masse, qui est aussi égal à la masse perdue. Donc masse perdue. Alors cette masse perdue, c'est simple à calculer. Défaut de masse ici, vous faites juste la différence entre 4,5, ok, moins 3,5, vous trouvez 1,5. D'accord? Donc en gros, on fait juste la soustraction entre la masse théorique et la masse réelle du noyau. D'accord? Est-ce que c'est bon? En gros, en fait, ce n'est pas qu'il y a eu perte de masse. En fait, la masse de 1,5 qui est perdue, en fait, c'est transformé en énergie. C'est comme ça qu'on explique. En gros, c'est vrai, quand on fait la différence entre les deux, quand on prend les éléments constitutifs, on calcule leur masse, et quand on forme le noyau à la fin, on trouve aussi notre masse. Et on se dit, où est passée la masse, où est passée une certaine quantité de masse, en fait. Normalement, il n'y a pas perte de masse, hein, mais sauf que cette masse, en fait, de 1,5, en fait, s'est transformée en énergie. Parce que quand vous formez, il y a un dégagement de l'énergie. Et ça, à l'époque, on ne pouvait pas comprendre sans la notion de Einstein. Parce que qui dit énergie, en fait, normalement, qui dit la masse. Donc ici, il faut admettre que la masse, en fait, perdue, s'est transformée en énergie. Et c'est comme ça que Einstein, par sa formule, E égale à mc carré, qui nous montre par là que la masse équivaut à l'énergie et l'énergie équivaut à la masse. Donc l'énergie libérée, en fait, normalement, c'est la masse, en fait. Vous comprenez? Et donc, si vous remplacez ce défaut de masse dans cette formule, cette énergie est appelée énergie de liaison. D'accord? L'énergie de liaison ou de cohésion. Cohésion. Voilà. Voilà. Et ça, on appelle ça défaut de masse pour le noyau. Défaut de masse du noyau. Voilà. Donc, attention, ça, c'est le premier cas de défaut de masse. Donc, il faut préciser que c'est un défaut de masse du noyau. Donc, ici, dans ce cas-là, c'est le défaut de masse du noyau. D'accord? Défaut de masse du noyau. Alors, je crée un peu partout. Donc, voilà. Donc, déjà là, je vous ai montré que lorsqu'on veut fabriquer un noyau à partir de ces éléments,
D'accord, on calcule la masse à partir de ces éléments. Et quand on pèse le noyau à la fin, d'accord, on s'aperçoit que ces deux masses sont différentes. Par exemple, ici, 3,5, là, c'est 4. Au départ, c'est 4,5, à la fin, c'est 3,5. Donc, on s'aperçoit qu'il y a une perte de masse. Quand vous faites la différence, vous pouvez trouver cette perte, c'est de 1,5, qu'on appelle masse perdue ou défaut de masse. En gros, en fait, il n'y a pas de perte, en gros. C'est que l'énergie qui est dégagée lorsqu'on veut fabriquer, cette énergie-là, en fait, normalement, équivaut à la masse perdue, via la relation de Einstein, qui est une relation d'équivalence masse-énergie. Qui dit énergie, normalement, qui dit masse. Voilà ce qu'on ne comprenait pas. OK? Et cette énergie-là est appelée énergie de liaison ou de cohésion, qui est calculée à partir de ce défaut de masse du noyau. Donc ça, c'est le premier cas de défaut de masse du noyau. Alors, deuxième cas de défaut de masse, il y a généralement des exercices dans ce sens. Je crois que si on a un peu le temps, je ferai peut-être... je vais corriger, je crois, un exercice de votre TD. Là, on parle de défaut de masse du noyau pour calculer l'énergie de liaison. Certainement, je le ferai. Alors, le deuxième défaut de masse, c'est que quand nous avons une réaction nucléaire, d'accord, par exemple dans le cas de alpha, ok, donc on a A-4, Z-2, plus hélium 4, 2. Par exemple, dans une réaction nucléaire comme ça, chaque réaction nucléaire s'accompagne toujours à un dégagement de la chaleur. Ça dégage toujours de la chaleur. Maintenant, regardons. Lorsqu'on fait la masse, en fait, des produits, moins la masse des réactifs, en fait, on s'aperçoit qu'il y a un reste. Il y a aussi une masse perdue. Par exemple, si au départ, la masse de notre élément, c'est aussi 4,5. Et à la fin, par exemple, donc pour des réactifs, lui, il donne, par exemple... 2, par exemple 2 unités de masse atomique, celui-là il donne 1,1 unité de masse atomique. Donc le noyau fils c'est 2 unités de masse atomique, et l'hélium c'est 1,5. Et la somme de ça en fait nous donne combien? La somme des deux me donne 3,5 unités de masse atomique. Et au départ, c'est 4,5. Donc, ici, c'est la même chose en fait. Lorsqu'on a une réaction nucléaire, attention, une réaction nucléaire s'accompagne toujours à un dégagement de la chaleur. Et comprenez que qui dit chaleur, qui dit énergie. Et qui dit, c'est pas, chaleur c'est l'énergie, d'accord? Mais qui dit énergie, qui dit masse, qui dit énergie. Donc, en fait, ce défaut de masse dans les réactions nucléaires, en fait, il n'y a pas de défaut de masse, sauf que la masse perdue, qu'on appelle défaut de masse dans ces réactions nucléaires, s'est transformée en énergie. Serait transformée en énergie. D'accord? Et donc, ici, il y a aussi ce défaut de masse, dans le cas d'une réaction nucléaire. Ok? Donc, ce défaut de masse, d'accord, est calculé en faisant la somme des masses des produits moins la somme des masses des réactifs. D'accord? Quand vous calculez ce défaut de masse là, donc la masse perdue, quand vous trouvez cette masse perdue, d'accord, vous venez dans la formule toujours de Einstein, d'accord? Ok? Quand vous remplacez cette masse perdue au cours de cette réaction nucléaire, cette énergie sera appelée énergie libérée. Énergie libérée, voilà, libérée. Voilà, vous allez trouver l'énergie libérée au cours de cette réaction. Alors, il y a beaucoup d'exercices dans ce sens. On vous demandait de calculer l'énergie libérée par 1 gramme, 2 grammes, voilà, ou par mol, et ainsi de suite. Mais pour calculer ça, vous devez savoir qu'une réaction nucléaire s'accompagne toujours à un défaut de masse. Toujours un défaut de masse, c'est-à-dire que la masse des produits, moins la masse des réactifs, donne un reste, en fait, qu'on appelle défaut de masse. Donc, la masse perdue. C'est-à-dire que la masse des produits n'est pas égale à la masse des réactifs. Donc la différence ici vous permettra de trouver cette masse perdue. D'accord? Donc retenons juste qu'il y a deux types de masse. Il y a de défaut de masse. Il y a défaut de masse du noyau. Lorsqu'on part à partir, on veut créer un noyau à partir des éléments constitutifs, et on obtient un noyau à la fin. Mais le noyau à la fin est la somme des masses en fait des éléments constitutifs. On s'aperçoit que cette masse-là n'est pas égale. Donc il y a un reste quand on fait la différence, c'est cette masse qu'on appelle la masse perdue. Quand on revient dans l'équation de Einstein, on remplace ça, l'énergie est appelée énergie de liaison ou de cohésion. Maintenant, dans les réactions nucléaires, lorsque un noyau qui est instable, qui veut se désintégrer, se transformer, devenant stable,
D'accord? Ça libère aussi de la chaleur. Et on s'aperçoit aussi que là, il y a défaut de masse. Parce que quand on fait la somme des produits, la masse des produits, moins la somme des réactifs, il y a un reste. C'est-à-dire il y a une masse perdue. Et donc,